Revenons à l'agriculture. Là, oui, il faut Oui. aider nos agriculteurs à traverser la crise, mais peut-être que c'est aussi une occasion de mieux cibler notre aide afin d'aider des filières de production le plus respectueuses de l'environnement, de moins aider celles qui produisent beaucoup de pollution pour viser l'exportation. Prenons par exemple l'élevage à grande échelle de porcs qui produit des quantités astronomiques de lisier pour envoyer des porcs en Chine. A-t-on vraiment besoin de produire énormément de porcs qui se consomment au pays, énormément plus de porc qui se consomme au pays, de voir les sols saturés d'une telle fertilisation là, dans certains coins du Québec? Ben, il y a il y a plusieurs aspects dans votre question, là, hein. C'est clair que l'exportation, on va en faire encore. Je l'ai dit en début d'entrevue, il ne faut pas non plus tomber dans l'extrémisme et de dire, OK, on va vivre en autarcie maintenant, puis on va cultiver nos légumes sur nos terrains, là. Il y a comme un entre-deux qui peut avoir du bon sens. Et notre production, il y a des choses dans lesquelles on est beaucoup plus efficace, entre autres dans la production porcine, je pense qu'on est bon. Par contre, est-ce qu'il y a des améliorations à avoir au niveau du lisier puis tout ça? Certainement. L'idée, puis ça, je défends beaucoup comme porte-parole en agriculture agroalimentaire, c'est que c'est des choix de société qu'on va faire. Et ces choix de société-là doivent être supportés par l'entièreté de la société et non pas seulement par les producteurs. Souvent, dans le discours environnementaliste, puis je la comprends, la logique, là, on va souvent dire, ben, les méchants agriculteurs ils polluent les cours d'eau, et ainsi de suite, alors que ces gens-là vivent de la terre. Et s'il y a des gens qui veulent en prendre soin, c'est bien eux. À un moment donné, il y a des contraintes, il y a des produits qui sont approuvés, d'autres qui ne le sont pas. Fait que c'est tout là, dans la recherche et développement aussi. Donc, avant de dire demain matin, on enlève tel produit, faut analyser ce sera quoi l'impact, mais il faut aussi trouver par quoi on va le remplacer ou par quelle technique on va le remplacer. Quand on enlève une superficie cultivable sur le bord d'une bande riveraine, par exemple, c'est quelque chose avec quoi je suis tout à fait d'accord. Il y a la notion comment je me souviens plus du terme exact, l'espace minimum vital pour un cours d'eau, qu'on ne devrait plus toucher là, dans nos nouveaux développements avec les dernières inondations. On commence à comprendre ça. C'est très bien, sauf que si on enlève des superficies agricoles, c'est la société qui choisit de le faire. Il faut à quelque part venir soutenir nos producteurs parce qu'au bout de la ligne, quand on va manger, puis ça, c'est la question qu'il faut se poser aussi, les consommateurs en général, quand ils vont aller à l'épicerie, est-ce qu'ils vont prendre la tomate qui a une petite tache noire dessus ou bien ils vont prendre la belle rouge toute polie sur le côté. Mais la belle rouge toute polie sur le côté, peut-être qu'elle a utilisé plus de pesticides que celle de l'autre tablette. Fait que puis je ne suis pas en train de dire que les gens n'ont pas raison. Au contraire, il faut agir là-dessus. Il faut juste le faire de façon intelligente, puis analyser tous les impacts, puis essayer de trouver des remplacements avant d'imposer des contraintes importantes. Mais je pense qu'on progresse bien. Puis je pense que le milieu agricole est bien volontaire pour collaborer dans ces changements-là. Mais dans un récent communiqué que vous avez fait parvenir là, sur l'agriculture, vous évoquiez ça, la possibilité que certains secteurs puissent être aidés plus que d'autres en fonction de Absolument. plus respectueux de l'environnement ou pas. Pouvez-vous Absolument. donner des exemples? Des exemples, mais Vous je avez voudrais la... parler, entre autres, moi, quand je parle de ça, j'ai beaucoup la problématique d'abattage en tête. Actuellement, il y a une nouvelle réglementation qui est entrée en vigueur cette année au Canada au niveau du transport animal, pour le bien-être animal. Tout le monde est pour ça. Puis à un moment donné, ça ne marche plus. On a eu à l'automne des producteurs de bovins qui ont euthanasié les veaux à la ferme parce que pour les embarquer dans le camion, il fallait qu'ils payent 40 $. C'est un non-sens. Alors, il faut calculer les impacts. Et ça, entre autres, ça m'est un aspect. Est-ce qu'on ne devrait pas se développer un réseau d'abattoirs de proximité? Évidemment, là, il rentre tout l'enjeu des champs de compétences. Vous savez que comme bloquiste indépendantiste, on essaie de faire attention à ça. Donc, mais on peut collaborer, par contre, avec Québec là-dessus. Donc, développer des abattoirs de proximité. Puis en même temps, quand c'est des abattoirs qui sont avec des permis fédéraux, c'est un peu technique là, pour la population en général, mais il faut savoir qu'il y a plusieurs catégories de lieux pour abattre des animaux. Et quand c'est pour exportation interprovinciale ou à l'étranger, ça prend un permis fédéral. Mais quand il y a un permis fédéral, il y a des frais extrêmement élevés qui vont venir, entre autres, pour l'inspection. Bon, est-ce que l'État, par exemple, je lance ça comme ça, là, est-ce que l'État ne pourrait pas absorber ces coûts-là? C'est de ça que je parle quand je parle d'un soutien à long terme. Comme les routes que tout le monde utilise, dans le fond, sont défrayées par l'État, ce n'est pas l'utilisateur payeur. Mais est-ce qu'on a pas un certain nombre de services essentiels qu'on ne devrait pas soutenir? On peut penser à la production de serre aussi au Québec.
Hein, des fruits et légumes, on importe ça à pelleter de la Californie. Mais on pourrait en produire beaucoup plus. On a plein d'énergie hydroélectrique qui n'est pas utilisée présentement dans nos surplus, qu'on essaie de vendre à l'extérieur. Alors, peut-être un système de tarifs préférentiels pour les producteurs maraîchers. Il y a un paquet de choses qu'on peut faire. Nos auditeurs se rappellent peut-être qu'on en avait déjà discuté un peu avant même la pandémie. Est-ce qu'il ne serait pas souhaitable, encore cette pandémie-là, peut-être ça le met encore plus en lumière, qu'on a une trop grosse dépendance par rapport à la main-d'œuvre des travailleurs venant de l'étranger pour les récoltes au champ? Est-ce que ça ne met pas encore plus d'importance à revoir les passerelles vers l'assurance-emploi pour peut-être avoir plus de gens venant du Québec et aussi pas avoir un modèle unique. Tout le monde, les Mexicains veulent faire du 12 heures, tout le monde va faire des chiffres de 12 heures. C'est peut-être pas réaliste non plus si on veut avoir plus de Québécois dans les champs, là. Et ça, c'est une question très complexe que vous soulevez parce que d'expérience, effectivement, cette main-d'œuvre-là est devenue essentielle. Vous savez que c'est 16 000 travailleurs qui rentrent au Québec à chaque été, hein, dans des conditions de travail qui ne sont pas nécessairement les plus faciles. Et dites-vous qu'au départ, si les producteurs de l'industrie agricole ont eu recours aux travailleurs étrangers, c'est parce qu'il n'y avait pas de Québécois dans le champ, où les gens y vont. Puis encore ce matin, je vous invente rien, j'avais des discussions parce qu'on est là-dedans beaucoup, les travailleurs étrangers. Vous savez qu'au Bloc, on a demandé que le fédéral prenne en charge la quarantaine. Ça n'a pas de bon sens. J'ai plein de situations difficiles à gérer présentement par rapport à ça. Et les producteurs me disaient, ben oui, mais moi, quand j'en veux, j'en engage des Québécois, ils viennent, ils t'offrent une journée, 2 jours, puis ils s'en vont. Puis je dis pas que c'est ça pour tout le monde, puis je veux pas que ça tombe dans la démagogie, mais je veux juste vous dire que c'est pas noir ou blanc, là. Il y a beaucoup de gris là-dedans. Puis quand on pense, on peut voir ça plus globalement aussi. Les travailleurs étrangers, c'est un peu une forme d'aide internationale aussi. Quand on veut que notre État participe à des programmes d'aide internationale, où est-ce qu'on va aller développer, mettons, on va construire une école, puis tu vas voir 8 ans plus tard, puis ça n'a pas été entretenu, puis ça n'existe plus, ou encore on va donner un tracteur, mais avec une obligation de contrat d'entretien. Puis c'est le Canada qui va vendre des pièces qui sont très chères. Il y a un paquet de choses qui existent. Il y a un paquet de belles aides internationales aussi qui existent et qui se fait, là. J'en suis conscient pour en avoir été témoin, pour même y avoir participé à certaines occasions dans des voyages d'initiation avec des élèves. Mais le travailleur étranger qui vient ici, là, effectivement, ils sont ici pour travailler. Donc, des fois, les conditions, là, mettons, on récolte des asperges, peu importe. Il faut vider le champ, là. Et c'est difficile au niveau des heures. Donc, il faut que les gens acceptent aussi que ce soit des heures irrégulières parce que la production l'exige. Et c'est clair que les normes du travail doivent s'appliquer. C'est clair qu'on veut un minimum. D'ailleurs, ça s'applique. Hein? Les travailleurs étrangers sont payés le même prix là, que les travailleurs québécois. Là. Mais ce n'est pas des emplois qui sont super rémunérateurs. Donc, peut-être encore un autre exemple où on aurait peut-être besoin d'un soutien de façon plus permanente, puis là, qui inciterait les gens à aller travailler davantage. Mais je ne pense pas qu'il faut non plus mettre un X sur les travailleurs étrangers. Ces gens-là ramènent de l'argent dans leur famille et c'est une belle forme d'aide internationale qui est constructive, puis on développe des liens, puis il y a même de l'immigration, il y a des gens qui finissent par s'en venir ici avec leur famille, c'est des gens qui sont super intégrés, qui parlent français. Donc, il y a plusieurs zones d'ombre là-dedans. J'évoquais pas de mettre un X sur les travailleurs étrangers, mais peut-être d'avoir un meilleur partage du travail au champ entre toujours avoir puis avoir un peu plus de Québécois. Et pour avoir un peu plus de Québécois, peut-être que si ça convient bien aux Mexicains qui sont ici pour travailler, de faire 12 heures, ça ne convient pas nécessairement à un Québécois de faire des chiffres de 12 heures tout le temps. Quitte à avoir plus de Québécois qui font le relais. Ben, il y a différentes formules qui pourraient être envisagées, effectivement. Effectivement. Fait que cette année, ça va être vraiment l'année des expérimentations, hein, parce que là, le gouvernement du Québec a lancé une mesure de soutien. Moi, je milite au niveau fédéral pour que le gouvernement du Canada fasse sa part là-dedans. Il paraît-il, selon les dernières nouvelles qu'on a eues de l'Union des producteurs agricoles, que cette mesure-là, du 100 $ par semaine, avait des impacts très positifs, qui avait reçu beaucoup d'applications. Donc, on va le voir sur le moyen-long terme. Ce que les producteurs craignaient aussi beaucoup, c'est que c'est les travailleurs qui s'en viennent parce qu'ils ont perdu leur emploi momentanément et qui retournent à leur emploi au début du mois d'août, alors que la saison agricole n'est pas terminée. Fait qu'il y a tout un enjeu de formation, de compétences. Il y a des travailleurs qui viennent depuis plusieurs années, qui sont très spécialisés. C'est une question complexe qui est difficile de traiter
dans une entrevue de 5 minutes, là, mais vous soulevez quand même un point important. Là. Oui, je pense qu'il y a des choses à faire. D'autres choses que vous voulez rajouter? Peut-être Internet, on travaille là-dessus. Hein? Dans la période actuelle, vous savez qu'on se rend compte, hein, les endroits où il n'y a pas d'Internet haute vitesse, les gens trouvent la quarantaine pénible, entre autres ceux qui devraient être en mesure de faire du télétravail et qui ne peuvent pas le faire. Donc, ils doivent se déplacer malgré les consignes. Donc, c'est difficile. Donc, c'est sûr que ça va être c'est un dossier prioritaire. On travaille là-dessus au parti. On fait des pressions énormes pour que le déploiement s'accélère et pour qu'il n'y ait pas aussi de grandes entreprises qui mettent des embûches à des petites entreprises qui ont des permis d'exploitation parce qu'il y a toutes sortes de situations. Je ne veux pas commencer à nommer des gens puis tomber là-dedans là, parce que c'est quand même délicat, mais j'ai plusieurs dossiers là, qu'on travaille. Et juste pour dire à la population, on est là-dessus, puis au Bloc québécois, on veut que ce soit officiellement reconnu comme un service essentiel. Alors, ce sont tous des dossiers qu'on aura certainement la chance de reparler avant longtemps, de suivre l'évolution. Avec grand plaisir.